Bonjour à toutes, bonjour à tous, collectivités territoriales, établissements privés. Je suis Adeline Gauger-Lefebvre, je suis en charge du développement secteur public à la Poste. Je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire « Réussir son projet numérique éducatif, les 3 clés pour le réussir ». C'est un webinaire organisé sur Teams Live Event de Microsoft. Et puis je suis accompagnée de 3 experts pour répondre à ces 3 questions, ces trois enjeux. Cédric de la Poste, Vanessa du Noailles et Audrey de Microsoft. Alors sur la droite de votre écran, vous aurez un espace pour pouvoir poser vos questions. Vous avez un chat et nous serons ravis d'y répondre en fin de présentation. Pour introduire le sujet, vous le savez, les enjeux autour de l'éducation numérique sont nombreux. Il y a d'abord des préjugés à déconstruire. Et l'objectif, c'est bien d'offrir à 12 millions d'élèves, un apprentissage qui soit simplifié, qui soit personnalisé, interactif, accessible à tous. Et pour cela, nous devons intégrer l'ensemble des éducants, les familles, les enseignants, et évidemment donner à chacun sa chance pour accéder à cette école numérique. Pourquoi ? Parce que ces 12 millions d'élèves, c'est tout simplement les citoyens de demain, ces citoyens qui seront engagés et qui doivent avoir la formation numérique adaptée pour une parfaite insertion professionnelle. Et on l'a vu pendant la crise Covid, cette fracture numérique peut accélérer les inégalités en termes d'éducation. Et puis, on le sait, il y a des disparités sur le territoire, des disparités qui concernent certains territoires. Et puis, on le voit, certaines études le montrent, que les territoires ruraux peuvent s'en sortir un petit peu mieux que certains. Néanmoins, il y a toujours 20% d'établissements qui sont très éloignés, notamment dans le primaire, du numérique, avec des stats assez importantes, où il y a un matériel, un PC accessible uniquement pour 33 élèves. Donc tout cela fait qu'il y a des programmes qui peuvent venir soutenir les projets en éducation numérique. On peut citer ENIR, en 2017-2018. Il y a l'appel à projet Socle numérique qui a été lancé dans le cadre du plan de relance cette année et qui a permis à plus de 10 000 établissements de s'inscrire dans ces projets numériques. Mais il y a encore de nombreux enjeux que l'on va pouvoir regarder ensemble aujourd'hui. Alors ce que je vous propose, c'est de passer la parole à nos partenaires. Donc nous sommes 3 partenaires pour pouvoir répondre à ce sujet. Et je vais passer tout de suite la parole à Cédric de la Poste. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Cédric Vasseur, je suis directeur du développement commercial des services logistiques de la Poste, donc au sein d'une business unit qui s'appelle la business unit Nouveaux Services. Alors pourquoi la Poste ? La Poste développe depuis déjà plusieurs années des nouveaux services, notamment dans le domaine de la logistique et du transport de proximité. Nous avons une actualité d'ailleurs récente puisque nous venons de lancer la marque Logissimo, la nouvelle marque des activités logistiques de la Poste qui est spécialisée dans la réalisation d'opérations sur différents secteurs d'activité. Je pense au monde du retail, du e-commerce, pour lequel nous pouvons opérer sur de la logistique de réassort de marchandises dans les boutiques, dans les magasins, mais également pour le stockage, la préparation de commandes et l'expédition de marchandises. Également la logistique en température dirigée, donc avec Logissimo Fresh, où nous opérons sur le réassort de drive, le réassort de drive piéton, mais également la logistique pour la livraison de courses à domicile ou de portage de repas. Également la logistique pour les entreprises de services, la santé, et puis de grandes opérations sur mesure, notamment dans le domaine de la e-éducation. Nous intervenons sur ce marché de la e-éducation depuis maintenant près de 4 ans. Alors, la Poste, pour déployer ces solutions, mobilise bien sûr plusieurs actifs qui sont à sa disposition, des actifs immobiliers, des actifs transport, SI également, puisque le système d'information dans la logistique est aussi toujours important, et puis des actifs bien évidemment humains. Sur les actifs immobiliers, on peut prendre l'exemple du Centre national des approvisionnements de la Poste, qui joue le rôle de hub central, un site
très sécurisé en région parisienne. Également tous les hubs régionaux sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Et puis, bien sûr, les centres courriers colis qui, en local, peuvent assurer le dernier kilomètre. Et puis, les actifs transports, je l'ai dit, on a forcément un réseau de transport inégalable en France, puisqu'on a la capacité de toucher l'ensemble des villes de France tous les jours. Et puis, bien évidemment, très important pour nous, les actifs humains, puisqu'on peut s'appuyer sur 5600 facteurs de services experts et également 850 techniciens qui sont présents sur l'ensemble du territoire. Et donc, nous avons déployé sur ce marché aujourd'hui un peu plus de 650 000 machines pour le compte d'un peu plus de 150 collectivités. Vanessa. Bonjour, donc Vanessa Jacot, je suis directrice de projet chez Unoway. Unoway, en quelques mots, c'est une société qui a été créée en 2008. On est dédié, on développe et on conçoit des équipements dédiés donc à l'éducation. Nous avons une offre d'e-éducation. C'est une offre très complète que je vous détaillerai après, et c'est une offre qui est née après 3 ans de recherche et de développement, où on a associé des élèves, des enseignants pour construire notre offre. Donc c'est une offre qui est vraiment conçue pour les élèves et les enseignants. Aujourd'hui, on équipe à peu près plus de 300 collectivités et on a équipé plus d'1 million d'utilisateurs depuis donc maintenant plus de 10 ans, puisqu'on a 10 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation numérique. On connaît très bien le système éducatif français. Et grâce à notre savoir-faire, on sait aussi bien gérer une classe dans une école que, par exemple, tout un ensemble de collèges ou de lycées sur un territoire. Donc ça, c'est très important. Et puis, aujourd'hui, Unoway est le leader de l'high-tech sur le marché français. Merci Vanessa. Audrey. Bonjour, donc Audrey Zolgadre, je suis en charge de la stratégie sur l'enseignement primaire et secondaire chez Microsoft France. Alors je ne vais pas vous présenter Microsoft, par contre je vais vous présenter Microsoft Éducation, parce que c'est vrai qu'on a des équipes dédiées chez Microsoft pour traiter les sujets éducation. Et notre objectif fondamental, c'est vraiment effectivement de donner à tous les apprenants, à tous les enseignants, les moyens toujours d'aller plus loin dans leurs apprentissages. Et on a des investissements qui sont quand même très importants chez Microsoft. Alors, on a toutes les solutions que vous pouvez connaître, la suite Office, voilà, tous les logiciels Microsoft qui sont mis à des tarifs effectivement préférentiels pour le monde de l'éducation. Et ça représente vraiment des gros investissements. Et derrière, on a aussi des équipes aussi locales. En France, on a une quinzaine de personnes qui travaillent sur le secteur de l'éducation. Et évidemment, et c'est aussi pour ça qu'on est là tous ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille avec nos partenaires pour avoir effectivement cette proximité aussi avec les enjeux de nos clients. Les domaines sur lesquels on intervient aussi sont non seulement donc, ces logiciels, mais aussi toute la partie compétences. Il y a un gros enjeu aujourd'hui sur la montée en compétences, les compétences du 21e siècle, que ce soit auprès des enseignants, mais aussi auprès des élèves. Et on travaille en fait avec beaucoup d'associations et on met en place, j'allais dire, des dispositifs d'accompagnement autour des compétences. Un autre, j'allais dire, domaine sur lequel on intervient, c'est vraiment toute cette partie proximité avec des associations françaises, par exemple comme Simplon, on en reparlera, pour développer on va dire des séminaires autour de la parentalité numérique pour vraiment faciliter l'accessibilité au numérique pour tous. Merci à vous trois. Donc on comprend mieux pourquoi nous sommes réunis là, trois acteurs différents mais parfaitement complémentaires. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder les différentes étapes essentielles pour construire son projet numérique. Cédric, quelles sont ces 4 étapes détaillées concrètement pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Eh bien, pour bien réussir son projet numérique éducatif, plusieurs étapes, 4 étapes essentielles. Tout d'abord, bien se questionner sur les usages attendus, les objectifs du projet. Par exemple, est-ce qu'il s'agit de doter plutôt une classe
en matériel numérique pour organiser un travail collaboratif dans l'enceinte de l'école, du collège ou du lycée? Ou est-ce qu'il s'agit plutôt de doter les élèves d'un équipement individuel sur lequel ils peuvent travailler à distance? Se questionner aussi sur les apprentissages, quels sont les apprentissages qui sont visés? Donc ça, ce sont des questions préalables essentielles. Une fois ces objectifs déterminés, il faudra bien choisir son matériel, donc bien sûr la partie hard, donc le matériel en lui-même, mais également tous les softs qui sont associés. Est-ce qu'il s'agit de PC? Est-ce qu'il s'agit de tablettes? Quel environnement? Quel système d'exploitation? Quel niveau de sécurité est attendu également? Quel logiciel associé? Est-ce que vous souhaitez des outils collaboratifs pour les élèves? Ce sont tout un tas de questions à se poser. Ensuite, bien évidemment, réussir le déploiement du matériel. Donc, forcément, ça comprend toute la phase purement logistique, à la fois la réception des matériels, sa préparation, l'expédition des matériels, mais également la mise en main du matériel auprès des élèves, l'accompagnement au changement, puisque c'est un projet, donc il faut aussi accompagner le changement au sein des établissements scolaires, la formation, la communication aussi autour du projet, notamment avec les enseignants qui doivent être partie prenante aussi du projet. Et puis la dernière étape, évidemment, quand le matériel est disponible et fourni, il faut garantir la disponibilité maximale en fait pour assurer la continuité des apprentissages. Donc toutes les questions autour du SAV, de la maintenance du matériel, de manière à offrir un matériel disponible en continu pour les élèves. Je vais proposer à Vanessa de regarder un petit peu plus en détail le premier point de ces 4 étapes essentielles. Vanessa? Alors, oui, donc effectivement, c'est important de définir les objectifs et les usages avant tout projet d'équipement numérique. Aujourd'hui, on le voit bien, le numérique est quand même un enjeu de société. C'est incontournable, on a le numérique partout autour de nous, donc l'école ne peut pas vraiment y échapper. Et donc, c'est important quand on rencontre un futur client, des collectivités, des lycées, de comprendre un petit peu leurs besoins, les enjeux du projet aussi. Et puis, il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas minimiser, c'est notamment, par exemple, les infrastructures. Parce qu'avant tout déploiement et avant tout projet numérique, il faut aussi savoir que cela va impacter des changements aussi dans les établissements. Donc, il faut avoir connaissance du projet dans sa globalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On propose aussi trois types de stratégies d'équipement. Vous avez donc la classe mobile, l'équipement individuel numérique et puis une stratégie un petit peu plus mixte sur laquelle je reviendrai juste après pour vous expliquer un petit peu ce que ça signifie. Et tu le disais très bien aussi, Cédric, tout à l'heure, l'une des clés du projet, de la réussite d'un projet numérique, c'est qu'il faut embarquer tous les acteurs, que tous les acteurs soient impliqués, donc les élèves, surtout les enseignants, mais aussi les collectivités et puis le monde de l'encadrement de l'éducation nationale qui passe par les DAN ou les IREN, par exemple. Je vais revenir un petit peu sur la stratégie d'équipement, si vous le voulez bien. Donc, il y a trois types de stratégies d'équipement. Donc, on a la classe mobile. La classe mobile, en fait, c'est un chariot avec une valise et des ordinateurs qui sont dedans. On transporte cette valise de classe en classe et les ordinateurs passent de main en main aux élèves. Contrairement à l'équipement individuel numérique, qui est là plutôt de l'équipement, donc comme ça porte bien son nom et sa définition, chaque élève a son équipement numérique. Et on constate avec notre expérience qu'il y a plus d'appropriation et d'usage avec de l'équipement individuel numérique que de la classe mobile. Mais la classe mobile permet peut-être, en tout cas dans un premier temps, de mettre le pied à l'étrier pour les écoles plutôt que d'équiper individuellement tout le monde d'un coup. Et la stratégie mixte, du coup, elle permet effectivement cette double appropriation. Ça permet de faire des classes mobiles dans un premier temps, que les élèves s'approprient le matériel, commencent à faire de l'usage, et puis d'année en année d'équiper plus individuellement, en tout cas, les élèves. Donc voilà, en fonction des besoins de chaque établissement, de chaque collectivité, de chaque département, de chaque région, on peut adapter sa stratégie d'équipement. Voilà pour la partie stratégie. On a aussi, évidemment,
on le sait aujourd'hui, équiper en matériel des écoles, ce n'est pas suffisant. Il faut aller un petit peu plus loin, notamment par la mise à disposition de ressources. C'est quand même très important. Aujourd'hui, nous, on a un catalogue de plus de 300 applications disponibles, avec des livres numériques disponibles et qui sont consultables, que ce soit à la maison ou en classe. Donc on peut les emporter partout, notamment si on fait de l'équipement numérique individuel. On peut consulter toutes ces ressources à la maison. Donc on va plus loin que l'équipement matériel. On parlait d'usage et d'appropriation. Les ressources mises à disposition permettent donc cela. Voilà pour les ressources, et nous offrons aussi tout un panel d'accompagnement puisqu'on tient fortement à la proximité avec les écoles et puis aussi les collectivités. Donc comme vous pouvez le voir sur les slides présentés, on propose des visites en établissement. Donc nous avons un agent qui se déplace en établissement et qui rencontre donc les référents du numérique sur place, les enseignants et les élèves. Il est possible aussi d'animer, puisque nous animons des webinaires, dédiés ou non sur des thématiques en particulier ou sur le numérique de manière plus générale. On peut aussi mettre à disposition donc, un site internet dédié au projet avec toutes les informations utiles. Et puis aussi, quelque chose qui fonctionne très bien, c'est la mise à disposition d'un chat qui est ouvert donc 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, et qui est disponible pour tous les utilisateurs. Peu importe la question, les personnes peuvent prendre contact avec des agents qui sont en direct sur le chat, 5 jours sur 7. Et c'est vrai qu'il y a un élément aussi, une population qu'il ne faut pas oublier dans l'équation, c'est les parents. Il y a beaucoup de choses qui sont faites alors au sein de l'éducation nationale, mais j'allais dire pas que sur les élèves et les enseignants. Mais c'est vrai que les parents sont souvent les grands oubliés de cette équation en fait numérique. Donc aujourd'hui, on a travaillé aussi avec des associations comme donc Simplon, je vous l'ai cité tout à l'heure, mais aussi Montmartre, qui sont des associations de proximité sur lesquelles on a travaillé sur des programmes d'accompagnement pour les parents, pour les former justement à l'éducation numérique, des choses, j'allais dire, assez simples. Mais le problème, c'est que si on met des outils numériques dans la main des enfants et que les parents n'ont pas un niveau, j'allais dire, minimum pour pouvoir les aider et les accompagner, il y a un maillon, j'allais dire, manquant. Donc on a la possibilité aussi de vous mettre en relation aussi avec ces associations-là pour mener à bien, j'allais dire, un projet numérique complet et adresser aussi les parents. Très clairement, oui, c'est un projet complet. Je crois, Audrey, tu l'as bien précisé, qui doit embarquer l'ensemble des personnes qui sont concernées. Et puis, ça peut être un peu de la rupture. En effet, il y a de l'accompagnement au changement autour de cela. Donc, ces 4 étapes sont vraiment essentielles. Vous les avez bien détaillées. Alors, il y a quand même une étape sur laquelle il faut être aussi vigilant. C'est la partie déploiement, la partie logistique. Cédric, est-ce que tu peux nous donner les leviers de réussite par rapport à cette phase aussi essentielle, le déploiement? Oui, bien sûr. Donc, l'étape de déploiement, oui, c'est aussi une étape importante et qui nécessite surtout beaucoup d'anticipation en réalité, notamment en ce qui concerne la commande de matériel, puisque la fabrication, l'acheminement des machines, ça peut prendre du temps, surtout dans le contexte actuel qu'on rencontre de pénurie de matières premières. Si on peut prendre un exemple, si vous souhaitez déployer une opération sur la rentrée de septembre, il faut pouvoir faire livrer les matériels chez votre logisticien sur le courant de l'été, idéalement sur le mois de juillet, ce qui nécessite une commande en mars ou en avril. Donc il faut vraiment avoir de l'anticipation sur la préparation de cette opération. Ce qui est aussi important, c'est de demander des garanties sur la sûreté des matériels. Je pense que c'est un point important, puisque ce sont des matériels qui ont de la valeur, qui sont déployés, donc à la fois d'ailleurs sur la partie stockage, mais également pendant les phases de transport, important de bien s'assurer de la sûreté de ces matériels pendant toute sa chaîne logistique, et puis également la traçabilité des étapes.
La réussite de l'opération de déploiement dans les lycées, les collèges, elle va passer aussi dans cette phase d'anticipation sur la prise de rendez-vous. Les prises de rendez-vous sont faites avec les lycées plutôt avant la rentrée scolaire, donc finalement avant l'été, de manière à bien organiser le déploiement de la campagne qui va s'opérer sur la rentrée de septembre, bien souvent. Également bien penser à tous les outils qui vont permettre de suivre l'avancée du déploiement, mais également de pouvoir collecter toutes les informations qui devront être restituées. Je pense aux documents tels que les bons de livraison, les inventaires, des certificats de mise en service. Et aussi dans ces phases de déploiement, des documents à récupérer et qu'il faudra archiver. Donc finalement, la proximité du prestataire au sein du territoire, c'est un vrai atout aussi sur ce type d'opération, puisque ce sont des opérations qui sont quand même souvent complexes, concentrées sur un temps qui est très très court et sur lesquels vous avez besoin d'avoir un partenaire qui dispose d'une forte réactivité et aussi d'une grande agilité. On peut prendre quelques exemples rapidement sur des opérations qui ont pu être déployées. Je prends l'exemple de la région Île-de-France, pour qui nous avons déployé un peu plus de 130 000 ordinateurs sur la rentrée de septembre, cette rentrée 2021. Nous avons fait cette opération en 4 semaines, donc du 8 septembre au 8 octobre, je crois, de tête, avec une campagne complémentaire de réassort qui a été faite tout de suite après, qui a duré 2 semaines, juste avant les vacances de Toussaint. Donc en réalité, entre la rentrée et les vacances de Toussaint, c'est un peu plus de 140 000 machines qui ont été déployées. Un autre exemple sur un territoire en province, qui vous permet de voir finalement que c'est aussi important visuellement d'avoir de votre partenaire une restitution de l'information au fil de l'eau sur le déploiement de cette campagne. Vous avez besoin de savoir ce qui a été déployé la première semaine, quels sont les lycées sur lesquels les machines ont été livrées, quels sont les élèves qui ont été équipés, qu'est-ce qui se passe la 2e semaine, la 3e semaine, comment avance en fait le déploiement de l'opération. C'est important forcément pour vous, pour informer aussi les élus. Et donc là, vous avez l'exemple d'une restitution cartographique qui permet aussi d'avoir un bon visuel du déploiement de l'opération. Merci Cédric. Alors on a vu accompagnement au changement, déploiement, et puis je pense que les personnes qui nous écoutent, les collectivités, les établissements privés, ils se disent quel type de matériel choisir, quel logiciel. Audrey, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, aider ceux qui nous écoutent ? Oui, effectivement, je pense que même avant même de penser au type de matériel, il est aussi important de se poser la question de la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas souvent, on se dit est-ce que je veux plutôt effectivement un PC, une tablette, mais je pense que c'est vraiment important de partir du besoin primaire, et c'est vrai que, et c'est rappelé dans le Code de l'éducation, l'éducation et le service pour l'éducation nationale a pour objectif de garantir aussi l'inclusivité des élèves et d'inclure justement tous ces élèves qui peuvent aussi avoir des besoins particuliers. Alors, on le dit comme ça peut être j'allais dire, considéré comme pas un épiphénomène, mais la réalité, c'est que les situations de handicap touchent énormément de personnes en France et énormément d'élèves. On a, j'allais dire, plus de 5% des élèves, effectivement, en France, qui sont scolarisés et qui sont atteints de dyslexie. Voilà, c'est un exemple d'un type de handicap, parce qu'il y a le handicap, j'allais dire, visible et j'allais dire, permanent. Mais après, il peut y avoir aussi différents types de handicap. Il y a du handicap temporaire. Par exemple, je me suis cassé le bras. Comment je fais pour effectivement prendre mes notes de cours. Donc il y a différents types effectivement de handicap, et c'est important dans cette volonté, j'allais dire, d'apporter du numérique à l'école, de s'assurer que le numérique soit un facteur d'inclusion et pas un facteur, justement, au contraire, d'exclusion. Donc, dans le choix que vous allez faire sur votre plateforme, c'est très important de vous assurer que ce que vous allez choisir va permettre vraiment de rassembler les élèves et de les inclure plutôt que de les exclure. Donc il y a des pratiques
d'accessibilité qui peuvent être mises en place dans les établissements, par les élèves, par les enseignants eux-mêmes. Donc, je voulais vous montrer un petit peu aussi, j'allais dire, différents exemples de fonctionnalités qui sont mis de base dans les produits Microsoft pour justement garantir l'accessibilité. Alors là, on vous passe une petite vidéo qui va vous montrer dans Windows, donc c'est dans tous les ordinateurs Windows quels qu'ils soient. Si on prend l'exemple, par exemple, de quelqu'un qui a un élève qui peut être daltonien, c'est très embêtant dans une situation, effectivement, d'éducation, parce que quand on va se retrouver dans des cours, par exemple, où on a besoin de distinguer des couleurs, par exemple des cours de géographie, des graphiques en mathématiques ou des circuits de physique-chimie, c'est quand même très important de pouvoir faire cette distinction. Et dans Windows, comme vous voyez là, vous avez la possibilité, en fait, de choisir le niveau de couleur qui correspond en plus à votre type de daltonisme, parce qu'en fait, il y a différents types de daltonisme aussi. Donc, c'est des choses qui existent. Sûrement, vous ne le savez pas. Non. Alors, et même ceux qui en ont besoin, des fois, ne le savent pas, mais en tout cas, ça existe de base, effectivement, dans les outils Windows. Et donc ça, c'est un des exemples. Mais un autre exemple qui est intéressant, c'est pour les élèves qui sont atteints justement de dyslexie. Aujourd'hui, donc là, on vous montre ce qu'on peut faire dans l'outil OneNote, donc, qui est intégré dans les solutions d'éducation Microsoft, qui va permettre effectivement de lire plus facilement un texte. Et donc, qu'est-ce que ça va permettre ? Ça va permettre en fait d'avoir des outils, j'allais dire, de concentration. Là, on va voir la possibilité d'identifier les mots, d'augmenter la taille de la police sur le texte, de changer le contraste aussi pour faciliter la lisibilité. Derrière, on va pouvoir identifier aussi les différentes les différentes syllabes dans un mot pour faciliter la lecture des élèves, effectivement, qui apprennent et qui peuvent avoir des difficultés et donc décrocher. Finalement scolairement. Donc voilà, là vous voyez un outil de concentration qui permet vraiment à l'élève de pouvoir lire, et on a la possibilité aussi, vous voyez, si on passe la souris sur un mot, d'avoir un petit dictionnaire visuel qui va modéliser, montrer de quel mot on parlait. Voilà, donc c'est des outils qui sont disponibles gratuitement dans les suites Microsoft Éducation et qui peuvent être mis à disposition, j'allais dire, de tous les élèves et aussi de tous les enseignants qui peuvent eux aussi être en situation des fois de handicap. Merci beaucoup Audrey, c'est passionnant. Vanessa, on peut parler un petit peu plus de matériel ? Allez. Pour compléter donc l'offre de notre matériel, on développe aussi des logiciels, donc notamment un MDM. Donc MDM veut dire Mobile Device Management. C'est une plateforme d'administration qui permet de gérer tout le parc d'équipements depuis une seule plateforme, et ça permet notamment un déploiement massif, par exemple, des ressources en établissement. Au lieu d'installer une application sur un PC d'un élève, eh bien, depuis notre MDM, on va pouvoir le faire en masse, et ça va se déployer sur tous les ordinateurs des élèves. Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique et très rapide. Et puis, nous gérons aussi toutes les intégrations dans les systèmes d'information des établissements. Nous gérons cette intégration de notre part dans les SI des établissements. Donc, on offre vraiment tout un accompagnement et un savoir-faire. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a un MDM qui est 100% français, conçu en France, développé en France, avec des données qui sont hébergées et sécurisées en France. Ça, c'est très important de se le dire, que ça reste sur notre territoire. Et puis, il en va de même pour les ressources qu'on met à disposition des élèves et des enseignants, puisqu'elles ne comportent pas de publicité, par exemple. Il n'y a pas de possibilité d'achat non plus depuis nos applications. Et puis surtout, elles ne recueillent aucune donnée personnelle des utilisateurs. Et ça, c'est important de le dire aujourd'hui en France, parce que c'est quand même un enjeu majeur. Voilà pour la partie MDM. Et sur la partie équipement en tant que tel, on a donc une gamme assez complète, comme vous pouvez le voir. On a un ordinateur hybride qui mesure 11 pouces. Alors, c'est un ordinateur hybride à 360, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est un mélange. C'est un bon compromis entre une tablette et un PC, puisque c'est un écran tactile comme une tablette, mais vous avez toutes les fonctionnalités d'un PC avec notamment un clavier.
L'équipement hybride, il conviendrait plutôt à des classes de CM1, CM2 jusqu'à début de collège. 6e. Et puis ensuite, vous pouvez voir qu'on a aussi 2 autres offres qui sont alors plutôt des PC 13 et 14 pouces. C'est pour ça qu'on les appelle Y13 et Y14. Là, c'est plutôt sur de la fin de collège et du lycée. Puisque plus on grandit, plus on est à l'aise avec les ordinateurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nos 3 équipements ont toutes les connectiques essentielles qui s'adaptent à l'éducation. Donc, vous pouvez brancher à peu près tout ce qui existe dans les écoles, les collèges et les lycées. Et puis surtout, une dernière chose qui est importante, ils sont tous en charge USB-C. Donc, ça permet une charge rapide. Et puis, c'est aujourd'hui... Les gens ont quand même tous des chargeurs rapides USB-C. Donc voilà, c'est vraiment une gamme complète dédiée à l'éducation et qui se rapproche des besoins des enseignants et des élèves. Voilà. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à tous les 3 d'ailleurs pour ces enseignements très riches qui, j'espère, sont aussi intéressants pour ceux qui nous écoutent. Ce qui est important là, c'est aussi on va passer à la conclusion de cet échange, mais on aura, j'espère, aussi des questions tout à l'heure. Pour résumer cet échange, on le voit, il y a le matériel, il y a le logiciel, il y a le déploiement, il y a l'accompagnement au changement. Tout ça, ce sont des étapes absolument essentielles pour entendre les besoins des élèves, des enseignants et des familles. Et ça, avec nos 3 clés, on avait 3 clés essentielles pour parler d'un projet éducatif numérique. Donc la proximité, avec le déploiement, qui doit être rapide, efficace. Et puis on en a assez peu parlé, un tout petit peu avec Cédric, mais aussi neutre en carbone. Je pense que c'est aussi, on le sait, avec le secteur public local, c'est une attente aussi très forte, cette neutralité en carbone. L'accessibilité, on en a parlé avec Audrey, un apprentissage simplifié pour tous. On est vraiment dans cette inclusion numérique. Ça fait tout son sens avec les outils qu'Audrey nous présentait, puis personnalisé parce qu'il faut s'adapter à chacun. Et puis, alors Vanessa, on en a parlé aussi, la sécurité des données, la sécurité du matériel, tout au long de son utilisation, qui est aussi évidemment garantie par une maintenance et une sécurité pour que l'utilisateur puisse, l'élève puisse l'utiliser tout au long de son apprentissage. Donc cette approche, on l'a vu, elle est en 4 temps, 4 temps essentiels. Il y a la découverte du projet. Il y a le lancement du projet, il y a également cet accompagnement qui est essentiel avec la mise en main du matériel. Et puis, pour les enseignants, pour les élèves, l'accompagnement à l'usage, puisque ça ne se décrète pas. C'est comme tous les changements. On ne peut pas décréter d'un coup le numérique arrive à l'école, quel que soit le niveau d'équipement. Il faut l'accompagner dans la durée. Et ça, j'espère qu'on l'a bien expliqué à l'ensemble des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des questions à poser à nos experts, vous puissiez nous les poser. Donc, je vous ai dit à droite de l'écran. Je vais les prendre pour pouvoir les transmettre à chacun. Donc, Cédric, Vanessa et Audrey, en fonction des thèmes qui pourront être abordés. Alors j'ai une première question qui concerne le délai moyen de déploiement dans un établissement. Je pense que ça te concerne toi, Cédric. Oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est le délai de déploiement, il est déjà lié aussi au nombre de machines qui sont à déployer. Donc si on est sur une classe ou un collège ou un lycée, ça sera forcément plus rapide que si on gère l'intégralité d'un territoire à déployer. Vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai pu prendre, il y en avait 2. Il y avait une région avec 130 000 machines, une autre où on a déployé 70 000 machines cette année. On est entre 3 et 4 semaines, en fait, souvent à la rentrée de septembre pour réaliser ce déploiement.
mais il y a toute la phase d'anticipation en fait qui va permettre justement de réussir ce déploiement rapide, puisque c'est un enjeu finalement. Il ne faut pas être trop long à la rentrée pour pouvoir déployer les machines. Quand on a doté le premier élève le 5 ou 6 septembre, forcément tous les autres attendent, donc il faut aussi aller vite pour que tout le monde puisse bénéficier de sa machine. Donc on fait en sorte d'avoir un déploiement rapide pour tous à la rentrée, mais pour pouvoir le réussir, ça nécessite forcément un travail ensemble, de préparation, d'anticipation. Et bien souvent, comme je vous l'ai dit, le sujet important, c'est la commande de matériel, puisqu'il faut les fabriquer, il faut les acheminer. Et là, voilà, il faut s'y prendre quand même assez tôt, plutôt en général au moment du printemps, mars-avril, pour être prêt sur la rentrée de septembre. Merci beaucoup Cédric pour cette précision. Alors je crois qu'on a une autre question qui concerne plus les équipements, donc sans doute Vanessa. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces caractéristiques techniques des équipements? Ces différents équipements. Donc notre gamme de produits est disponible sur notre site internet. On vous donnera les liens. On a un catalogue produits et vous aurez toutes les spécificités techniques, donc que ce soit de la connectique au processeur, à l'espace de stockage. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet. Donc j'invite les participants à aller sur notre site School et vous aurez toutes les informations disponibles. Bon, et puis sinon, je suppose que si on écrit auprès du groupement, enfin de l'une des sociétés, on pourra répondre en détail. Vous aurez forcément une réponse. Et pour ceux qui n'auront pas les réponses exactes, on pourra reprendre contact avec eux. Mais toutes les informations sont disponibles en tout cas. D'accord, merci beaucoup Vanessa. Alors il y a une question concernant le replay, puisque peut-être que tous les établissements qui le souhaitaient ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui. Ce webinaire, il est enregistré. Il sera ensuite diffusé sur certains réseaux sociaux de nos 3 sociétés. Et puis, on l'enverra en lien à l'ensemble des participants qui pourront aussi le rediffuser à leurs collègues ou partenaires éventuels. Alors, je crois qu'il y a une autre question concernant l'accessibilité et le handicap. Audrey, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations sur ces sujets-là qui méritent peut-être un petit peu plus d'approfondissement pour certains? Oui, effectivement, parce que je vous ai montré 2 petits exemples. La réalité, c'est qu'il y a énormément de choses que vous allez pouvoir configurer, que ce soit l'élève qui le fait lui-même sur son PC ou l'enseignant. Et alors, on a un guide de bonnes pratiques qui sera diffusé. Donc, on vous mettra le lien aussi sur le webinaire. Ça doit être ak.ms/éducation inclusive, mais on va se référer au lien qui sera inscrit. Et je crois même, Audrey, qu'il a été publié dans la conversation par quelqu'un de sympa. Parfait, merci. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que non seulement on va vous montrer les fonctionnalités que vous allez pouvoir activer, désactiver, mais aussi on va vous donner un guide de bonnes pratiques. Parce qu'au final, c'est pas seulement des fonctionnalités quand même, mais c'est comment est-ce que nous, en tant qu'enseignants aussi, on a des pratiques inclusives en s'assurant déjà que les documents qu'on met à disposition répondent à certains critères d'accessibilité. Et ça, directement dans les logiciels, vous allez pouvoir vérifier si vos documents sont accessibles pour tous. Merci beaucoup, Audrey. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Il me reste donc à vous remercier, vous 3 experts, à vous remercier, vous qui nous avez suivis derrière l'écran, collectivités, établissements privés, établissements publics. Merci à vous 3. Je crois que nous sommes tous les 4 passionnés par ce sujet-là. Ravis d'avoir donné quelques clés de compréhension autour de la mise en place d'un projet d'éducation numérique. Alors évidemment, ces 45 minutes, c'est très court. Si vous souhaitez plus de précision, vous pouvez nous contacter bien évidemment, et soit nos experts, soit les personnes en territoire seront ravis de répondre à vos interrogations et éventuellement évoquer un projet si vous en avez un, avec très grand plaisir. Merci à toutes, merci à tous, très bonne fin de journée et à bientôt. Merci beaucoup Aline, bonne soirée.